Après la censure, TV Liberté subit de plein fouet une nouvelle attaque qui se veut mortelle. En 12 années d'existence, TV Liberté est devenue la première chaîne alternative de France. C'est un succès inédit, construit pierre après pierre, grâce à vous tous. 8,5 millions de vues mensuelles sur toutes nos plateformes. Plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Plus de 1 million d'abonnés cumulés sur YouTube, entre la chaîne principale et nos formats courts. Une ascension fulgurante dans un univers médiatique verrouillé. Notre ambition était claire, marcher sur les brisées de la presse mainstream, c'est désormais une réalité en marche. Quand David affronte Goliath et que Goliath commence à vaciller. Mais ne nous leurrons pas, Goliath ne se laisse pas faire. Le succès de TV Liberté dérange. Notre liberté d'expression, nos révélations, nos coups portés à la Macronie et à l'extrême centre agacent les puissants. Résultat, nous sommes attaqués. La dernière salve est d'une violence inédite. Notre banque, celle qui nous hébergeait depuis 12 ans, vient de fermer l'ensemble de nos comptes sans préavis, sans justification, sans recours. C'est une attaque politique, un sabotage déguisé. Après les censures YouTube et l'ostracisme, nous sommes donc victimes d'une nouvelle forme de censure, la censure bancaire. Aujourd'hui en France, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure légale, transparente, irréprochable au simple motif de lui nuire politiquement. Pas de faute, pas de procédure, pas de juge, juste le couperet, une exécution financière, une lettre de cachet moderne sur ordre politique. Cette opération a un objectif clair, nous empêcher de lancer notre campagne de dons. C'est donc un acte de guerre contre un média indépendant. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire, bien sûr. Depuis des jours, nous sommes tous mobilisés, avec une énergie incroyable pour trouver des alternatives et des solutions. Depuis ce jour, vous pouvez faire à nouveau votre don à TVL en toute sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons trouvé des solutions, mais au prix de pertes financières importantes. Des centaines de dons ont été impossibles à faire. Nos donateurs, par prélèvement mensuel ou par virement mensuel, sont invités à tout refaire leurs documents de soutien. Cette opération de censure porte évidemment un coup dur à TVL, au plus mauvais moment, celui où nous devons boucler le budget 2025. Cette opération de censure sera un échec total si vous répondez présent. Amis, envoyez tout de suite un don à TVL en réponse à cet appel. En réponse à cet appel, résistez, ripostez, défendez une chaîne libre. Ce n'est pas du chiquet. L'avenir de TVL dépend de vous. Ce n'est pas du chiquet. TVL est entre vos mains. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, Emmanuel Macron en Italie. Le président français est allé à la rencontre de Giorgia Meloni, avec qui il entretient une relation bien difficile. Nous poursuivrons avec la réunion de l'OTAN sur l'Ukraine. Le ministre américain s'est fait porter pâle, il a envoyé un ambassadeur. Et puis nous reviendrons sur l'évolution de l'euthanasie au Canada, bien éloignée des garde-fous qui avaient été initialement annoncés. Giorgia Meloni, l'anti-Macron. Alors que le président français rencontrait la présidente du Conseil italien mardi, les deux méthodes et les résultats apparaissent au grand jour. Tour d'horizon avec Olivier Frère-Jacques. Un accueil moins froid que d'ordinaire, mais une poignée de main pas encore très fluide. Le président français Emmanuel Macron est de passage en Italie pour rencontrer la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Un voyage qui met en lumière le déclassement de la France d'Emmanuel Macron, là où la patronne du parti nationaliste Fratelli d'Italia s'est imposée comme une figure incontournable sur la scène internationale, conjuguant pragmatisme diplomatique et positionnement idéologique affirmé. Si les images montrent une entente de façade, l'absence de messages sur les réseaux sociaux du président français jusqu'à mercredi midi témoigne d'une certaine fraîcheur dans les relations. Giorgia Meloni n'a pas eu cette gêne et a publié un message dans lequel elle explique avoir eu un long entretien avec Emmanuel Macron qui aurait été très utile pour renforcer le dialogue et la coordination entre l'Italie et la France face à des défis communs croissants. La présidente du Conseil a ainsi évoqué différents dossiers allant de l'industrie à la diplomatie au Proche-Orient en passant par l'intelligence artificielle.
Loin d'être un détail, le fait que Meloni fasse un retour public sur ces échanges alors que le président français non, permet à celle-ci d'écrire elle-même le narratif de cette rencontre. Vendredi, elle avait reconnu des divergences tout en minimisant et en refutant tout problème personnel avec Emmanuel Macron. Et pourtant difficile de ne pas voir dans l'attitude de la présidente du Conseil italien une certaine animosité, voire même un certain dégoût face aux pensionnaires de l'Élysée, comme dans cet extrait datant de 2024. Un apparent dégoût de Meloni et Emmanuel Macron visiblement pas à l'aise non plus. En 2018, celle qui sera la future présidente du Conseil tirait à boulet rouge contre Emmanuel Macron lors du festival politique Atreyu de 2018. Emmanuel Macron nous a qualifiés de répugnants, cyniques, irresponsables. Ici, la presse italienne a dit que nous sommes irresponsables. Honte à nous. L'irresponsable, c'est Emmanuel Macron, celui qui a bombardé la Libye parce que cela le dérangeait que l'Italie ait un rapport privilégié dans le domaine énergétique avec Kadhafi, nous exposant au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons. Le cynisme, c'est Emmanuel Macron et les Français qui nous envoient la gendarmerie renvoyer les migrants tentant de passer la frontière à 20 000. Mais surtout, parce que les choses doivent être racontées comme il se doit. Une responsabilité d'Emmanuel Macron qui, ici, relevait de la mauvaise foi puisque les bombardements de la Libye de Kadhafi datent de la présidence Sarkozy. Dans un registre finalement assez similaire aux critiques de la Russie à l'endroit de la France, Giorgia Meloni, pourtant soutien de l'Ukraine, s'en est pris à de nombreuses reprises aux relations économiques franco-africaines. Répugnant est celui qui, comme la France, continue à exploiter l'Afrique en imprimant de la monnaie pour 14 nations africaines sur lesquelles elle applique une suzeraineté, faisant travailler des enfants dans les mines, extrayant des matières premières comme cela se passe au Niger, où la France extrait 30% de l'uranium dont elle a besoin pour faire fonctionner ses centrales électriques alors que 90% des Nigériens vivent sans électricité. Ne venez pas en Afrique faire des conférences, Macron, parce que l'Afrique vous fuit. La solution n'est pas de déplacer les Africains vers l'Europe, c'est de libérer l'Afrique de certains Européens. Nous n'acceptons pas les leçons. C'est clair ? Des propos caricaturaux, pas vraiment représentatifs des relations franco-africaines, mais Emmanuel Macron semble surtout avoir servi de punching ball et de contre-modèle pour Meloni. Et la présidente du Conseil n'a, semble-t-il, pas eu tort de se construire politiquement ainsi en concurrence avec un voisin et allié. Aujourd'hui, le PIB par habitant de l'Italie est en passe de dépasser celui de la France et diplomatiquement, elle a su placer Rome comme un État pivot en Europe, aidé, il faut le dire, par l'élection de Donald Trump. Ainsi, Meloni est devenue un interlocuteur privilégié pour le président américain, lui donnant une certaine densité au niveau européen. Par ailleurs, Rome a négocié la présence d'un commissaire européen à la politique de cohésion, au développement régional et aux villes, un poste disposant d'un portefeuille important, là où le français séjourné se retrouve à la prospérité et à la stratégie industrielle où il dispose de peu de leviers. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est, elle, contrainte de s'appuyer sur le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, pour sécuriser son second mandat et a dû composer avec Meloni malgré l'opposition des libéraux et des socialistes. Cette réussite contraste avec les échecs d'Emmanuel Macron au niveau européen, dont le parti Renew ne fait pas partie de la coalition au pouvoir. Par ailleurs, l'un des axes majeurs de la diplomatie de Meloni est son engagement envers les pays du Maghreb. En effet, elle a effectué 14 déplacements en Afrique en moins de 2 ans, dont 12 en Afrique du Nord. À travers son plan Mattei, elle ambitionne de faire de l'Italie un pont énergétique et économique entre l'Afrique et l'UE, tout en abordant la question migratoire avec une certaine fermeté, même si ses résultats en la matière demeurent contrastés avec d'importantes régularisations. Là où Emmanuel Macron se liquéfie devant le président algérien Tebboune, Meloni prend la main, bénéficiant par ailleurs de la quasi-absence de passé colonial de son pays. Même sur la question palestinienne, Meloni semble avoir un coup d'avance. La présidente du Conseil a toujours défendu l'État palestinien, même si Rome n'a jamais effectué de reconnaissance officielle. Un positionnement qui donne un peu plus de crédit à ses demandes de libérer les otages israéliens et qui contraste avec les changements de cap macroniens en la matière. Seulement bachelière, mais parlant couramment plusieurs langues, Meloni est une forme d'anti-Macron,
pas issue du sérail administratif, d'apparence assez naturelle et peinante à cacher ses sentiments. Son style tranche avec celui du président français qui semble, lui, paradoxalement engagé dans un numéro de Commedia dell'arte qui ne séduit plus grand monde. En 2025, la cote de popularité d'Emmanuel Macron oscillait entre 21% et 37%, avec une tendance à la baisse. Celle de Giorgia Meloni se trouve lors des derniers sondages autour de 50 à 60%. Trump prend-il ses distances avec la guerre en Ukraine? Alors qu'une réunion de l'OTAN est organisée à Bruxelles, Washington n'a pas envoyé de ministre américain. Une première lourde de sens. Le point tout de suite. Le retrait de l'administration Trump du bourbier ukrainien a-t-il commencé? C'est en tout cas l'impression qui pourrait se détacher avec l'absence de Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain, du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine de l'OTAN ce mercredi à Bruxelles, au siège de l'organisation. En effet, le proche de Donald Trump s'est fait remplacer par l'ambassadeur des États-Unis et c'est la première fois qu'aucun ministre américain ne participe à ces discussions. Le mois dernier déjà, Washington avait refusé d'occuper la présidence du groupe de l'Alliance transatlantique. Depuis, les projets de paix de Donald Trump n'ont pas réellement avancé et la guerre bat toujours son plein. Une situation que le président américain semble être le seul à vouloir voir se terminer, ne serait-ce que pour rediriger ses budgets sur d'autres postes et concentrer son énergie ailleurs, vers la Chine par exemple. Mais c'était sans compter les résurgences de l'État profond que Trump lui-même a su exfiltrer de la Maison-Blanche. Depuis ce retour au pouvoir, un mécanisme de transfert s'est naturellement opéré de Washington vers le continent européen. Parmi les principales figures bellicistes qui remplissent le rôle naguère occupé par les néoconservateurs américains, Paris, Berlin et Londres, symbolisés par la fameuse coalition des volontaires chère à Emmanuel Macron et calquée sur l'évocatrice Coalition of the Willing constituée pour la guerre en Irak par Bush et Rumsfeld. Le groupe de contact sur la défense de l'Ukraine n'a en réalité qu'un seul but: coordonner les aides militaires pour Kiev afin de continuer à convaincre Zelensky de poursuivre la guerre. Le même processus que celui qui avait conduit Boris Johnson à saboter les négociations en Turquie dès 2022. Bien sûr, les éléments de langage de la clique otanienne reposent sur la paix, cette paix juste et durable, comme il le répète, comme une incantation de contraindre Vladimir Poutine à on ne sait quoi, à l'image des répétitions de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, issu des rangs de la French American Foundation, comme Emmanuel Macron. Les partenaires de l'Ukraine que nous sommes avons bien l'intention de forcer Vladimir Poutine à s'asseoir de bonne foi à la table de négociation s'il n'y consent pas de lui-même. Forcer Vladimir Poutine à négocier. En réalité, le président russe ne refuse pas les négociations, mais il exige qu'elles partent de la situation militaire actuelle, tandis que les alliés de Zelensky alimentent une vision irréaliste qui concrètement reviendrait à faire table rase des 2 ans et demi de conflit et des morts au front. Dans ce cadre, la réunion de l'OTAN a brandi le nouveau chiffre d'1 400 000 morts ou blessés, selon le Centre d'études stratégiques et internationales. En détail, l'Institut évoque 250 000 soldats russes morts au front, contre un chiffre entre 60 000 et 100 000 Ukrainiens. Au-delà de la surprise de voir qu'un laboratoire américain soit visiblement plus capable d'évaluer les pertes russes que celles de son allié ukrainien, les chiffres n'apparaissent pas très rationnels. Mais ils participent toujours à ce narratif consistant à dire que l'Ukraine peut encore gagner la guerre et que la Russie est à la peine avec ses missiles faits avec des machines à laver. C'est d'ailleurs ce que les médias se sont plu à répéter après les lancements de drones de dimanche sur la flotte aérienne russe. Pourtant, les impacts réels sur la guerre sont mineurs, à l'instar de la nouvelle et 3e frappe ukrainienne contre le symbolique pont de Crimée de Kertch ce mercredi matin. De quoi saisir que les mantras néoconservateurs vont avant tout alimenter les opérations clandestines de Kiev, des opérations qui, si elles ne changent pas le cours du conflit, pourraient facilement le faire dégénérer. La loi sur la fin de vie poursuit son chemin au Parlement français. C'est aussi l'occasion d'observer l'évolution de la pratique à l'étranger et tout particulièrement au Canada. Explication Renaud de Bourleuf. L'euthanasie canadienne, prémisse de la fin de vie en France. Depuis près de 10 ans, Ottawa a voté en faveur de la piqûre mortelle. La méthode était similaire à celle actuellement à l'œuvre en France.
Le législateur parlait d'aide médicalisée à mourir et des garde-fous étaient promis. Résultat, aujourd'hui, 4,7% des décès au Canada sont consécutifs d'euthanasie ou de suicide assisté. 15 343 personnes en 2023, une augmentation de 35% en seulement 4 ans. Notons que cette loi de 2016 a été rendue possible un an plus tôt par une décision de la Cour suprême, équivalent canadien du Conseil constitutionnel. Les juges avaient rejeté l'objection selon laquelle une légalisation deviendrait, je cite, une pente glissante vers l'homicide des plus vulnérables. Les juges affirmaient que ces craintes reposaient sur des exemples anecdotiques. Les opposants à l'euthanasie étaient finalement en deçà de la réalité. Jeanne Smith, journaliste spécialiste des sujets de société, revient sur cette technique du pied dans la porte utilisée par les promoteurs de l'euthanasie au Canada comme ailleurs. Bien sûr, on pourrait dire la même chose d'autres pays, mais au Canada, c'est tout à fait visible, car lorsqu'ils ont adopté leur aide médicale à mourir, ils ont, comme la France, ils ont pris des mots qui ne sont pas directement l'euthanasie ou le suicide assisté, et avec l'idée de limiter, bien sûr, on vous dit, ce sera dans des circonstances limitées, et dans un premier temps, on exigeait que l'aide médicale à mourir, l'AMM, soit donnée lorsque la mort naturelle du patient était prévisible dans un délai qu'ils appellent raisonnablement prévisible. Donc ça, c'était le premier temps, 2016. Et puis, dès 2021, on a mis en place une deuxième manière d'accéder à l'euthanasie. Et à partir de là, on peut euthanasier une personne qui a un certain nombre d'affections douloureuses ou pénibles et qui n'est pas en fin de vie, mais qui souhaite en finir. Et le deuxième glissement, on prévoit déjà une clause de revoyure pour 2027 où on va reprendre la loi pour voir si on ne peut pas l'étendre à d'autres situations pour l'accorder à des personnes, par exemple, souffrant de maladies mentales. Donc de fil en aiguille et de manière tout à fait ouverte et légale, peu à peu, on étend le champ d'application. À cette banalisation progressive de l'euthanasie s'est ajoutée une dégradation continue du système de santé, engendrant de facto une dégradation de la prise en charge des malades. En 2024, un médecin en soins palliatifs a porté son témoignage lors de la rencontre internationale sur la fin de vie qui s'est tenue à Paris. Certaines autorités sanitaires ont exigé que l'euthanasie soit intégrée dans les programmes soins palliatifs et fin de vie. Cela a conduit des infirmières en soins palliatifs à quitter leur emploi, car elles consacraient la majorité de leur temps à l'euthanasie. La piqûre mortelle, présentée comme une manière normale de mourir, a eu ses effets. Avec la suppression des critères de la phase terminale et du raisonnablement prévisible, des patients en font la demande, non pas à cause d'une mort imminente ou d'une souffrance insurmontable, mais à cause d'une dépression. Un médecin canadien évoquait le cas d'un patient souffrant d'une grave maladie pulmonaire. Selon le soignant, la souffrance est principalement due au fait qu'il est sans abri, endetté et qui ne peut tolérer l'idée de soins de longue durée. Il a été euthanasié. D'ailleurs, une situation de pauvreté peut aussi justifier de réclamer d'avoir une piqûre létale. Notons que dans l'Ontario, près de 29% des personnes euthanasiées alors qu'elles n'étaient pas en phase terminale vivaient dans les régions les plus pauvres, quand seulement 20% de la population générale y réside. Une forme d'eugénisme social semble bel et bien à l'œuvre. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'au Canada, et alors plus particulièrement au Québec, mais aussi dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble des provinces, on a maintenant une tendance à proposer l'euthanasie. Alors pour différentes raisons, ce sera par exemple pour des personnes qui n'ont pas les moyens de faire installer chez eux des dispositifs dont ils ont besoin pour ne pas trop souffrir de leur maladie. Eh bien, on va leur dire, écoutez, on vous propose l'euthanasie. On parle d'une vingtaine de cas de vétérans souffrant de stress post-traumatique ou de blessures après des interventions sur des théâtres d'opération étrangers, par exemple en Afghanistan. Eh bien, il y en a jusqu'à 20, pense-t-on, aujourd'hui au Canada, qui se sont vus proposer l'aide au suicide, parce que finalement, c'était pour eux une bonne manière, d'une part, de ne plus souffrir et deuxièmement, de ne plus peser sur les finances publiques par leur situation. Et au Québec, en particulier, aujourd'hui, lorsque les personnes âgées arrivent dans l'équivalent des EHPAD là-bas, eh bien, l'option suicide assisté ou aide médicale à mourir leur est volontiers présentée de manière systématique par les médecins. Reste à savoir si une telle évolution est à craindre en France. Rappelons que la technique du pied dans la porte est pleinement assumée par certains promoteurs de l'euthanasie, à l'instar du docteur Jean-Louis Touraine, ancien député socialiste et En Marche. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible, et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte,
Il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose probablement à la plupart d'entre vous. Dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. L'élargissement vers une euthanasie proposée à tous est donc lancé, des perspectives qui se conjuguent aux politiques publiques déficitaires, engendrant une dégradation générale des conditions de vie. L'État, qui nuit donc à votre santé, vous propose donc maintenant une solution efficace, la mort. Et l'on reste aux côtés de Renaud Bourleuf pour le Tour de France en bref. Marine Le Pen perd son mandat de conseiller départemental du Pas-de-Calais. La présidente du groupe RN à l'Assemblée contestait sa perte d'office, prononcée après une condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds européens. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa contestation, portée à l'encontre de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais. L'avocat de Marine Le Pen a annoncé dans un communiqué que sa cliente ferait appel de cette décision. Malgré cette condamnation, Marine Le Pen reste députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, le Conseil constitutionnel ayant décidé de ne pas retirer les mandats nationaux ayant une condamnation définitive. Une proposition de loi, portée par Éric Ciotti, vise à supprimer l'exécution provisoire de l'inéligibilité et sera examinée le 26 juin. La mouche va-t-elle reprendre son envol un peu plus d'1 an après son évasion ayant entraîné la mort de 2 agents pénitentiaires et blessé 3 autres fonctionnaires lors d'un convoi pour rencontrer son juge d'instruction? Mohamed Amra va être à nouveau extrait de sa cellule pour rencontrer son juge. De quoi susciter une importante bronca chez les syndicats pénitentiaires qui parlent d'affront et de, je cite, « foutage de gueule ». Et pour cause, le magistrat aurait pu prendre la décision de se déplacer lui-même pour interroger le détenu. C'est d'ailleurs ce qu'a réclamé Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Bien sûr qu'il faudrait que le juge... Vous le demandez officiellement? Je le demande. Je suis ministre de l'Intérieur, Thomas Soto. Vous savez bien que je ne suis pas garde des Sceaux. Simplement, dans la loi narcotrafic, il y a un dispositif qui rendra obligatoire précisément l'audition de ces gens-là par visioconférence. Le policier mis en cause dans la mort de Naël Merzouk, jugé pour meurtre. Les juges d'instruction chargés de l'affaire ont annoncé mardi que l'homme comparaîtra aux assises fin 2026. L'ordonnance de mise en accusation considère que rien ne démontre que le fonctionnaire était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. Fin de citation. L'avocat du policier estime pour sa part que le tir était légitime et que le geste du policier a été dévié par la marche avant de la voiture et que le conducteur sans permis devait être arrêté pour ne pas renverser quelqu'un. Le procès sera scruté de près et pourrait donner lieu à de nouveaux heurts, comme ce fut le cas après les violentes émeutes après la mort de Naël Merzouk le 27 juin 2023. Décès en série à la DGSI. Lundi soir, à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, un membre de la Direction générale de la sécurité intérieure, service de renseignement, a été retrouvé mort dans son véhicule, tué par son arme de service. Une enquête est ouverte, mais la piste du suicide est privilégiée. Une lettre d'adieu a été retrouvée au domicile du défunt. Ce serait le 3e suicide au sein de la DGSI depuis le début de l'année 2025. Le ministère de l'Intérieur reste silencieux sur ces décès. Une célèbre voix de la chanson française s'est éteinte. Nicole Croisy est décédée ce mercredi à l'âge de 88 ans. À partir des années 50, elle est tour à tour danseuse, actrice de théâtre, mime aux côtés de Marcel Marceau et meneuse de revue des Folies Bergères, mais c'est surtout en tant que chanteuse qu'elle obtient sa notoriété. Son nom et sa voix restent associés à la célèbre mélodie entendue dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Et à présent, l'actualité internationale. Le Vietnam a mis fin à la limite de 2 enfants par famille en vigueur depuis 1988 face à une baisse inquiétante du taux de fécondité passé de 2,11 en 2021 à 1,91 en 2024 sous le seuil de renouvellement de 2,1. Cette décision annoncée mercredi vise à préserver le dynamisme économique du pays qui ambitionne d'atteindre le statut de nation à revenus élevés d'ici 2045. La hausse du coût de la vie, particulièrement à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, freine la natalité, tandis que le vieillissement de la population et la réduction de la main-d'œuvre menacent la croissance. Le Vietnam fait aussi face à un déséquilibre des sexes, 112 garçons pour 100 filles, poussant le gouvernement à proposer des amendes plus lourdes contre la sélection prénatale du sexe qui favorise l'élimination massive de petites filles dans le ventre de leur mère. Le massacre se poursuit à Gaza. 27 personnes ont été tuées mardi par des tirs israéliens près d'un centre d'aide humanitaire à Rafah, selon la défense civile palestinienne et le Comité international de la Croix-Rouge. Ce drame, le 3e en 3 jours au même endroit, fait suite à la mort de 31 personnes dimanche. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Turk, a dénoncé ces actes comme des crimes de guerre.
L'armée israélienne, qui évoque des tirs de semonces visant des suspects menaçants, a ouvert une enquête. Ces violences se déroulent près d'un site géré par la Fondation humanitaire de Gaza, soutenu par les États-Unis et Israël, critiqué pour son opacité et son système de distribution militarisé, exacerbant le chaos dans un territoire où 2,4 millions d'habitants affrontent la famine. Pendant ce temps, les égéries de gauche, Rima Hassan et Greta Thunberg, se sont lancées dans une expédition en bateau au motif de défendre la cause palestinienne et diffusent des photos indécentes de leurs vacances humanitaires depuis un yacht. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez une rediffusion de Passé Présent sur les fractures sociales aux États-Unis. Demain, dès 7h, pour le Zoom, la journaliste Geneviève Chauvel présente son ouvrage « Mission en terre barbaresque ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain. En attendant, portez-vous bien.